Le rapport des Reporters sans frontières s'appuie sur les indicateurs politiques, économiques, législatifs, sociaux et sécuritaires pour jauger le degré du respect de la liberté de la presse. RSF indique que le baromètre du non-respect de cette liberté au Tchad a hissé de la 96e position l'année précédente à la 8e position en 2025, soit une chute spectaculaire de 12 places. La somme des violences commises à l'encontre des journalistes et des médias professionnels au cours de ces 10 dernières est alarmante au Tchad, a tranché RSF. Le 10 mars dernier, 3 journalistes soupçonnés de complicité avec Wagner ont été arrêtés et écroués. 62 journalistes pendant cette décennie ont été arrêtés et 19 ont fait l'objet d'agressions et de plus d'une dizaine ont perdu leur vie, renseigne cette institution. À l'approche de la présidentielle de 2024, la Haute Autorité des médias audiovisuels a scellé le sort des organes de presse, a dénoncé Reporters sans frontières. Elle a suspendu 31 médias, a mentionné son rapport de l'année écoulée pour n'avoir pas respecté l'obligation de paraître au moins d'une fois par an et de faire le dépôt légal conformément à la loi. Dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes tchadiens font face aux campagnes de manipulation de l'information, à la corruption, les obligeant à prendre parti ou à plagier pour plaire aux organisateurs des cérémonies et aux autorités administratives. S'ils ne sont pas confrontés aux heures évoquées, ils se voient restreindre la liberté de la presse en vertu de la rétention par la population et du contrôle de l'information par le gouvernement. Ce point de presse qui marque le lancement officiel des activités est déjà précédé par la déclaration officielle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, hier, 2 mai, sur l'état de la liberté de la presse au Tchad. 5 conférences débats sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, avec des experts nationaux et internationaux dans 5 universités publiques et privées, à savoir l'Université Roi Faisal, le dimanche 2 mai, l'Université de N'Djamena, campus de Toukra, et l'Université Emikoussi, le lundi 5 mai, l'Université de la Francophonie et l'Université Ek-Tchad, le mardi 6 mai. 2 ateliers de formation de 2 jours chacun, au bénéfice de 60 journalistes, se tiendront les 5 et 6 et les 7 et 8 mai ici à la Maison des médias du Tchad. Des débats télévisés et radiophoniques ont commencé depuis le dimanche 26 avril et se poursuivront jusqu'au 11 mai, voire au-delà, avec d'autres activités médiatiques telles que les émissions, les tribunes d'opinion sur les colonnes et les antennes et plateaux des médias nationaux. En ce qui concerne la liberté de la presse, c'est vrai, il y a un progrès significatif, surtout en ce qui concerne l'aspect quantitatif aujourd'hui. Le pluralisme médiatique est une réalité. Nous avons aussi des lois sur la presse, nous avons aussi des institutions chargées de la régulation, etc. Mais beaucoup aussi reste à faire, surtout en ce qui concerne les conditions de travail des journalistes, l'accès à l'information, la sécurité des journalistes. Toutes ces questions méritent un travail de toutes les parties prenantes. Au Tchad, on se rend compte que l'accès à l'information, surtout du point de vue gouvernemental, reste très difficile pour les médias privés, par exemple. Et les journalistes sont parfois harcelés, menacés lorsqu'ils traitent des informations qui touchent à la sensibilité de certains individus ou à la sensibilité des actions que mène le gouvernement. Si nous parlons de la liberté de la presse, c'est parce que justement, il y a la liberté. S'il n'y a pas la liberté, vous allez constater que nos stations de radio, nos chaînes de télévision, nos journaux, nos informations en ligne ne passeront pas ou seront interdits de fonctionner. À l'heure où les médias locaux et régionaux sont en déclin en raison de l'essor des réseaux sociaux et des plateformes médiatiques mondiales, l'intelligence artificielle peut être précieuse pour le journaliste, qu'il soit investigateur ou généraliste.
Si cette évolution technologique favorise une diffusion plus rapide et accessible des contenus, elle soulève également des défis importants pour les éditeurs de presse. Bref, c'est quoi l'intelligence artificielle plus exactement? L'intelligence artificielle ou l'IA, c'est la capacité pour des machines comme des ordinateurs de faire des tâches que seul l'être humain pouvait le faire avant, comme comprendre des textes, analyser des images ou prendre des décisions. Elle fonctionne grâce à des programmes qui apprennent à partir des données, ce qu'on appelle les big data. Donc les informations sont collectées à partir de plusieurs données et c'est ce qui permet à ces machines-là de pouvoir très rapidement et facilement les interpréter. Avec l'essor de l'intelligence artificielle générative, le secteur des médias traverse une période de profonde transformation. Pour les créateurs de contenu, journalistes ou internautes, elle libère du temps afin qu'ils se consacrent à des reportages originaux et d'investigation ou encore du traitement. L'IA change aujourd'hui beaucoup de choses dans le monde des médias. Elle permet de gagner du temps, par exemple, en rédigeant automatiquement des articles, les résultats sportifs ou les faits divers. Elle aide également à trier l'information, à repérer, autant pour moi, ce qu'on appelle les fake news, et même à proposer aux lecteurs des sujets qui les intéressent. Grâce à l'IA, aujourd'hui, les journalistes peuvent se concentrer sur des enquêtes plus profondes. Et elle est très nécessaire, l'intelligence artificielle, car elle permet d'aider à résoudre plusieurs défis. Néanmoins, la transformation numérique des médias locaux et régionaux reste confrontée à des défis. Parmi ceux-ci, le fait que les contenus générés par l'intelligence artificielle peuvent être trompeurs, diffuser de la désinformation et nuire à la confiance dans le journalisme local. Car les médias ont des ressources limitées pour former leur personnel et leurs journalistes à la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle et des autres nouvelles technologies. Nos médias en manquent souvent des moyens et également des personnels qualifiés ou bien des personnels formés. Donc avec ces outils d'IA, on peut automatiser certaines tâches, gagner en efficacité et surtout lutter contre la désinformation qui circule beaucoup plus sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est aussi une occasion de former nos jeunes, les journalistes, puisqu'on en a beaucoup, les jeunes qui se lancent dans le métier du journalisme. On pourrait les former à de nouvelles compétences numériques. Cette technologie peut être utilisée pour automatiser des tâches répétitives et chronophages, ce qui permet à l'humain de se concentrer sur des activités plus stimulantes et créatives. Il ne vise pas à remplacer l'humain. Qui n'est pas là pour remplacer le journaliste. Il n'est pas là pour remplacer les journalistes, ok? Mais pour les aider à mieux faire leur travail. Il faut donc l'adopter avec intelligence en gardant l'humain au centre. Le Tchad a tout à gagner en intégrant ces outils dans son paysage médiatique. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas seulement une option, mais c'est devenu en quelque sorte une imposition. Comme pour dire, le journaliste ou les hommes de médias doivent se mettre à l'école de l'intelligence artificielle pour ne pas être surpris demain par l'avancée technologique ou numérique que prendra leur métier. La section politique de la coalition des actions citoyennes Wokitama procède à une revue exhaustive de sa gouvernance interne, ainsi qu'à une évaluation de comportement de ses membres. Samedi, les membres se sont réunis en assemblée générale à l'unanimité. Ils ont exclu Adam Zakaria, coordonnateur des effectifs. Une décision qui découle de plusieurs comportements jugés incompatibles avec les objectifs de la coalition, ni des sections politiques, devant fragiliser son unité et son efficacité, selon Moussa Bakar Makaila, chargé de communication. Après plusieurs mois de tentatives de médiation, des rappels à l'ordre d'interpellation formelle, les faits suivants ont été retenus contre M. Adam Zakaria. Appropriation personnelle de l'espace collectif par ses prises de parole publiques, ses rencontres politiques bilatérales et ses documents diffusés sans validation. M. Zakaria s'est systématiquement autoproclamé représentant des sections politiques Wokitama, usurpant une légitimité qui ne lui jamais a été accordée par une quelconque instance élective. La gestion de la section politique de Wokitama revient à Youssouf Ahmad pour la coalition. Toute ambition personnelle se subordonne à la volonté collective. Suite à la décision de l'Assemblée générale de révoquer le coordonnateur général
les participants ont décidé à l'unanimité de désigner M. Youssouf Ahmad comme coordonnateur général, à compter d'aujourd'hui jusqu'à la tenue de la congrès général. Pour son ambition de changement, la coalition a appelé à la vigilance face aux tentatives de manipulation et à la nécessité de préparer une alternative politique solide. Ce système informel et peu coûteux était facilité par l'absence d'un cadre juridique strict, la faiblesse des institutions foncières et l'importance capitale des traditions communautaires. Le coût matériel pour obtenir un titre était minime, ce qui permettait à ceux qui étaient informés d'accéder facilement à la propriété foncière. Certains en profitaient tandis que d'autres ignorent ce qui allait changer dans le futur. Aujourd'hui, on parle de démarches longues et coûteuses, mais hier, le processus semblait plus accessible, souvent basé sur la confiance, le consensus communautaire ou des échanges symboliques. Avec le temps, face à la croissance démographique, à l'urbanisation et à la nécessité de mieux sécuriser les droits de propriété, la législation foncière a été renforcée. Les procédures se sont formalisées, rendant la sécurisation des titres fonciers coûteuse et nécessitant des démarches administratives complexes. Ce coût a considérablement augmenté, rendant l'accès aux fonciers plus difficile pour ceux disposant de ressources limitées. Ce changement a créé un véritable fossé social. Les citoyens aisés ou ceux qui peuvent financer ces démarches sécurisent rapidement leur propriété alors que la majorité demeure dans une insécurité foncière ou dépend des systèmes coutumiers souvent informels. C'est aussi la raison pour laquelle, à N'Djamena, le loyer de chambres construites avec des matériaux non durables a explosé, atteignant aujourd'hui 20 à 30 000 francs CFA par endroit alors que les revenus des citoyens tchadiens, souvent dérisoires, voire bien au-dessous du SMIG, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, reste faible. Ce débat est souvent abordé avec légèreté par les responsables publics. La transition du système accessible à une élite limitée illustre parfaitement l'accroissement des disparités sociales au sein de la société tchadienne en quelques décennies. Après le mot d'ordre de la part de leur tutelle exigeant l'assainissement de la ville de N'Djamena, les maires de différentes communes instaurent dans leurs arrondissements respectifs une journée des opérations de nettoyage pour rendre propre tous les coins de la capitale tchadienne. L'exécutif communal du 3e arrondissement a décidé de concrétiser ces projets verbaux en mobilisant ses agents et les associations impliquées dans la gestion de l'environnement relevant de son périmètre d'administration dans les enceintes du lycée Félix Éboué et le lycée technique commercial. Équipés de divers matériels de nettoyage tels que la pelle, le balai ou encore le râteau, ils ont pris d'assaut ces établissements scolaires, tous ces 3 mai. Le maire de la commune du 10 arrondissement, Goni Tidjane, justifie le choix de ces écoles. C'est ça le développement. Quand on parle de développement, c'est la participation de tout le monde qui est nécessaire. Aujourd'hui, comme vous le constatez, en même temps que nous sommes au lycée technique commercial à l'heure où je parle. À mes côtés, nous avons le professeur, le représentant de l'ONG l'INOSOC. Nous avons également l'ONG Vision Citoyenne. Et également, j'ai vu quelque part les gens de Let's Do It. Nous sommes très fiers de voir tout le monde est mobilisé pour pouvoir mettre cet endroit au propre. Et c'est comme ça que nous allons contribuer au développement de notre pays. Je profite également de ces micros à lancer cet appel à tout le monde de prendre ce genre d'initiative dans les endroits où ils se trouvent, de bien vouloir mettre au propre et aussi à s'engager à ne pas également salir ces endroits. Et si tout le monde a mis la main dans la pâte, nous allons suivre exactement l'objectif auquel notre maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a décidé à apporter à ces pays. Depuis que le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a pris le pouvoir, il a décidé de vraiment refonder le Tchad. Et c'est ça même le signe de refondation. Et la refondation commence toujours de la base. Les élèves, les étudiants, les associations, les sociétés civiles, tout le monde s'y met. La mairie seule, l'État seul ne pourra rien faire.
Quand on parle de la mairie, c'est nous qui sommes là. Quand on parle de l'État, c'est nous qui sommes là. Des lycées Félix Eboué et technique commerciale, les représentants des associations à caractère environnemental de la commune du 3e arrondissement présents à l'opération promettent étendre ces services de nettoyage dans d'autres lieux publics de cet arrondissement. Pour donner une visibilité plus importante au modèle issu de la diversité, la maison des modes Camara a fait passer 24 mannequins au casting vendredi. Le Vogue by Camara Création, 3e édition, s'annonce grand. Un événement qui met en avant les créations de la maison Camara et la mode en général. Les mannequins joueront un rôle central lors de l'événement. La taille et le teint comptent pour le jury. Pour le promoteur Hissène Adamou Camara, il s'agit de mettre la mode en phase avec les autres métiers. La mode, on fait quoi avec? Quand on voit des tenues extravagantes, quand on voit un certain nombre d'événements qu'on ne peut pas porter pour pouvoir aller ni au boulot, ni dans les événements, ça sert à quoi? Donc on essaie de mettre la mode en phase avec les autres métiers, comme les théâtres, comme les cinémas, comme les dramaturges. Et tout ça là, ça entre dans la mode et on essaie de l'expliquer dans des tableaux intelligents que nous créons dans cet événement. La mode, le mannequinat, un monde aussi important aux yeux de Moyal Bay Youssouf Taïrou, promoteur culturel, un secteur promoteur, dit-il. Le problème, ce n'est pas ces jeunes, mais c'est les parents. Il faut que les parents arrivent à comprendre que le mannequinat peut être un travail comme tout autre. Et ça peut ouvrir des portes à beaucoup de jeunes. Moi, par exemple, j'ai été mannequin et j'ai payé mes études supérieures grâce au mannequinat. Et ça, quand tu le dis aujourd'hui à quelqu'un, il te regarde de haut parce qu'il pense que c'est impossible. Alors qu'en réalité, si on le fait d'une manière professionnelle et on le fait bien, on se donne le moyen de le faire, ça peut payer les factures. Sur 24 mannequins, le choix a été porté sur 13 qui représenteront la maison des modes Camara et mettront en valeur le thème de l'année, Vogue l'Odyssée des sens, entre terre, rêve et mémoire. Le chou est un légume aux feuilles vertes volumineux qui se développe au-dessus du sol, présentant une forme semblable à celle d'une tête. Il est riche en éléments nutritifs. La consommation de légumes cultivés localement et d'aliments traditionnels joue un rôle important dans le maintien de notre santé. Le chou a une longue histoire de consommation remontant à près de 2000 ans. Il est fréquemment cultivé. On trouve du chou vert et du chou rouge tout au long de l'année et ces légumes sont généralement d'un apport qualité-prix. Lorsque vous choisissez votre chou, privilégiez les têtes fermes et lourdes sans taches brunes. Le chou constitue une source remarquable de bêta-carotène, vitamine A, contribuant ainsi à la santé optimale de la peau, des os et des yeux. De plus, il est riche en vitamine C, laquelle joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des gencives, des dents et de la peau. Le chou représente également une source adéquate de vitamine B, telle que l'acide folique et la vitamine B6. L'acide folique est particulièrement important pour la formation des cellules en bonne santé et pour favoriser un développement sain du fœtus pendant la grossesse. L'acide folique est essentiel pour la production d'un sang sain, contribuant ainsi à la lutte contre la fatigue et cela concerne toutes les tranches d'âge. Le chou possède une tige ferme qui peut être consommée. Toutefois, de nombreuses personnes préfèrent l'éliminer en raison de son goût amer. Ce légume peut être dégusté cru, cuit à l'eau, rôti, cuit à la vapeur ou tout simplement mariné. Il est recommandé d'incorporer du chou haché dans les salades, les soupes et les ragoûts ou d'utiliser ses feuilles pour préparer de délicieux cigares au chou. Et enfin, râper du chou cru pour préparer une salade de chou ou pour rehausser le croquant et la saveur de vos salades, soupes et ragoûts est recommandé. Immigration en Amérique. Plus de 500 000 Cubains, Nicaraguayens, Vénézuéliens et Haïtiens arrivés aux États-Unis illégalement sous l'administration Biden ont reçu un message du ministère de la Sécurité intérieure leur demandant de quitter le territoire des États-Unis d'ici 7 jours. Une décision qui met à mal la situation de nombreux immigrés. L'application CBP conditionne l'entrée sur le territoire américain et l'accès à la procédure de demande d'asile
au fait de se présenter à un point d'entrée à la frontière entre les États-Unis et le Mexique avec un rendez-vous préalable. Le 14 avril, un juge fédéral a émis une ordonnance temporaire interrompant la suspension. En Syrie, un accord de sécurité à Djaramana a été signé après des affrontements. Selon les autorités syriennes, cet accord conclu avec les habitants vise à rétablir l'ordre. Il est prévu la remise des armes aux autorités et le déploiement des forces de sécurité syriennes pour assurer le contrôle de la zone. Des points de contrôle seront également établis autour de Djaramana afin de limiter l'entrée de groupes perturbateurs. En Serbie, les journalistes indépendants sont sous pression et menacés. Procès à répétition, pression financière, menaces, c'est le cycle répétitif du vécu des journalistes indépendants de la Serbie. Depuis l'arrivée d'Aleksandar Vučić au pouvoir, le pays dégringole dans les classements sur la liberté de la presse. Il est désormais classé avant-dernier en Europe. Les attaques dénoncées par les associations de journalistes émanent directement du sommet de l'État. En Australie, les citoyens aux urnes sont préoccupés par l'inflation et les droits de douane. Plus de 18 millions d'Australiens ont voté ce samedi lors des législatives après une campagne marquée par le pouvoir d'achat et le spectre de Donald Trump. Le travailliste Anthony Albanese brigue un second mandat face au conservateur Peter Dutton, proche de Trump et accusé de position radicale sur les migrants et l'avortement selon l'AFP. Les électeurs ont été appelés à choisir entre les camps du premier ministre de centre-gauche Anthony Albanese et son adversaire conservateur Peter Dutton. Les bureaux de vote sont restés ouverts jusqu'à 18h locales dans les différents fuseaux horaires que compte le pays. À Melbourne, le dépouillement a pour sa part débuté bien avant. Il faut noter que l'objectif du scrutin est de choisir les 150 membres de la prochaine législature de la Chambre basse et renouveler environ la moitié du Sénat. En Afrique, les petites et moyennes entreprises enregistrent un déficit de 300 milliards de dollars. Ces petites et moyennes entreprises sont au centre des économies africaines car représentent plus de 95% du secteur privé. De l'artisanat du coin aux jeunes pousses du numérique, les petites et moyennes entreprises dynamisent les marchés, créent des emplois et des solutions innovantes. Pourtant, leur croissance est freinée par un manque de financement colossal, estimé à plus de 330 milliards de dollars, une barrière silencieuse qui entrave leur plein essor. Elles se trouvent souvent restreintes dans l'accès aux capitaux dont elles ont besoin pour croître et se développer. L'offre de capitaux, d'aide fonds propres est donc inadéquate et elles sont perçues de façon négative par les acteurs du financement. En sport, le Maroc organise la première Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal et remporte l'édition. Qualifiés pour la première édition du mondial féminin, les Lions de l'Atlas ont ajouté un exploit historique à leur actif mercredi en devenant la première sélection africaine à décrocher un trophée continental. Celles-ci ont été opposées à une équipe tanzanienne coriace en finale et vont dominer avec 3-2. Les coéquipiers de Kwata Bentaleb ont eu du mal à imposer leur rythme en première période. Les deux sélections vont représenter l'Afrique à la Coupe du monde féminine de futsal qui se tiendra du 27 novembre au 7 décembre 2025 en Philippines. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment ce 3 mai. Le président de la République du Gabon a été officiellement investi lors d'une cérémonie solennelle au stade de l'Amitié d'Akanda. L'événement a vu la présence de plusieurs chefs d'État africains et de représentants des pays amis. Cette investiture symbolise une nouvelle ère politique et marque l'entrée du Gabon dans la 5e République.